beaucoup. Alors je vais commencer, comme l'a fait la personne qui a eu la gentillesse de m'introduire, par vous parler un peu de souveraineté. Parce que qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Eh bien, dans une nation, c'est d'avoir, aussi curieux que ça paraisse, la compétence des compétences. C'est-à-dire que c'est la nation qui détermine qui fait quoi dans les différents organismes juridiques. Je m'explique, une nation, comme le disait Renan, c'est une volonté de vivre ensemble. Donc je suis assez partisan de cette notion parce que vous avez plusieurs notions de la nation. Vous avez la notion allemande, qui est que c'est un peuple, un territoire, une langue. C'est pas la mienne. Pour moi, la France, c'est une volonté de vivre ensemble. C'est-à-dire, aussi que, encore une fois, la France, c'est une histoire d'amour. Vous êtes français parce que vous aimez ce pays. C'est une chose pour moi qui est extrêmement importante. De cette nation est sorti un État que nous avons depuis longtemps. Et cet État, nous lui confions la protection de la nation. C'est-à-dire qu'il doit nous protéger contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Tout ça, c'est du droit constitutionnel de première année. Hein. Ça n'a rien de nouveau. Mais dès que vous avez introduit un État dans un système économique à qui vous avez dit, comme le disait Max Weber, à qui vous avez donné le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire la possibilité de vous mettre en prison, de vous couper la tête ou de vous pendre, il y a immédiatement un immense problème qui se pose, c'est comment se protège le citoyen contre cet État. C'est à peu près le seul problème de la science politique, c'est comment vous protégez, vous personnellement, contre le monstre que vous avez créé. Et la seule solution qui a été trouvée par un philosophe anglais il y a très longtemps qui s'appelait Locke, qui était à la fin du XVIIe, c'est de le protéger par un certain nombre de contre-pouvoirs. Le premier des contre-pouvoirs, c'est le vote des impôts. C'est-à-dire vous essayez de tenir ces gens-là par le pognon, quoi. Ils n'ont pas d'argent si vous ne leur donnez pas la permission d'avoir de l'argent. Alors regardons ce qui s'est passé depuis quelque temps. Le vote des impôts, le vote des dépenses de l'État. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes endettés. Ça ne vous a pas échappé. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que la dette? Ça n'est que de l'impôt différé. C'est-à-dire qu'on emprunte de l'argent aujourd'hui et cet argent sera remboursé dans 20 ans, dans 25 ans, dans 15 ans, selon la durée de l'obligation. Il sera remboursé par les payeurs d'impôts dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. Et ce payeur d'impôts, il n'a pas payé, il n'a pas voté. Donc nous avons une première contradiction dans notre monde, c'est que le personnel politique s'est affranchi de la première des exigences de Locke, le vote de l'impôt. Dans une démocratie, une vraie, la dette serait anticonstitutionnelle, sauf en temps de guerre. Parce qu'il n'y a aucune raison de forcer vos enfants à payer pour que vous ayez un niveau de vie plus élevé aujourd'hui, me semble-t-il. Vous voyez, ça me paraît déjà la première des choses. Donc, première règle de Locke, le vote des impôts, nous l'avons tournée. Nous ne respectons plus cette première règle. La deuxième des règles de Locke, c'était le droit de propriété. Pour résister à l'État, il faut que la propriété ne puisse pas être capturée
par cet État. Comment capture-t-on la propriété? Vous avez la façon ancienne et stupide qui est la nationalisation, mais ça ne marche pas. Il vaut peut-être beaucoup mieux l'imposition. C'est-à-dire qu'on impose à tort et à travers tous les gens qui ont des biens, ce qui leur enlève leur liberté. Parce que, comme le disait Dostoïevski, l'argent, le pognon, c'est de la liberté frappée. Si vous avez des actifs à vous, qui vous appartiennent, avec lesquels vous travaillez, et vous contribuez au bien commun, eh bien, ces actifs vous permettent d'être libre, de résister à la tyrannie. À partir du moment où on vous impose et où on vous met des réglementations dans tous les sens qui ne vous permettent pas de faire ce que vous voulez de vos actifs, eh bien, vous avez perdu cette seconde liberté. Aujourd'hui, les propriétaires immobiliers, les propriétaires de sociétés ne sont plus libres de la disposition de leurs actifs. Je vous donne un exemple. Le Code du travail en Suisse doit faire 30 pages. Le Code du travail en France, il en fait 3000. Donc, c'est une histoire de fou. Vous ne pouvez pas gérer votre affaire. C'est absolument extraordinaire. Dans le domaine financier, d'où je travaille beaucoup, vous avez maintenant des réglementations absolument monstrueuses dans le domaine de l'énergie. Or, vous savez que l'économie, c'est de l'énergie transformée, c'est tout. Donc, si on vous force à utiliser des énergies qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas rentables, si on les subventionne, on vous met en concurrence de façon déloyale avec des gens qui n'ont pas ces contraintes. Et donc, une fois encore, vous vous retrouvez ayant perdu votre liberté. C'est un peu gênant. Donc, notre deuxième socle de la démocratie, le premier étant déjà détruit, est détruit lui aussi. Vous avez le troisième idée de Locke, c'était la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire qu'on essayait d'arrêter l'État par le droit, ce qui suppose l'indépendance de la justice. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, la justice est soit non indépendante. Vous savez, on dit qu'il y a une justice, il y a une magistrature assise et une magistrature debout. Une magistrature debout, vous savez, c'est les deux. Et personne ne parle jamais de la magistrature couchée, ce qui est un petit peu gênant, quoi. Donc nous avons aussi, et là, perdu la liberté d'être jugé. Pour tous les problèmes qui touchaient à l'État, Locke recommandait le jugement par des jurys de citoyens tirés au sort. Eh bien, c'est pas du tout, mais pas du tout ce qu'on a. En France, depuis Napoléon, nous avons non pas un droit auquel tout le monde serait soumis, mais nous avons deux droits. Le droit qui s'applique à vous et moi, les manants, et le droit qui s'applique à l'État, c'est-à-dire à ceux qui savent mieux. Et si vous plaidez devant une juridiction qui est contrôlée par l'État contre l'État, je vous souhaite bonne chance. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois. Vous gagnez rarement. Donc, les trois conditions de Locke ne sont plus respectées, ce qui veut dire en termes clairs que ça fait un petit moment que nous ne sommes plus en démocratie. Et je me pose même la question,
compte tenu de l'existence de droits administratifs, si la France a réellement jamais été une démocratie. Les démocraties, ça a été dans les endroits où le même droit s'applique à tout le monde également. La reine d'Angleterre est soumise au droit comme tout le monde. La reine Victoria avait reçu la demande de l'impératrice d'Autriche à l'époque, qui voulait venir en Angleterre pour une visite officielle avec son petit chien préféré. Ça paraît pas une grosse histoire, hein. Et la reine d'Angleterre, comme l'interdiction d'animaux à cause de la rage était la loi en Angleterre, a répondu qu'il n'en était pas question. Donc le souverain d'Angleterre avait intégré cette extraordinaire vertu de la société anglaise pendant longtemps, l'égalité devant le droit, rendue par des jurys populaires. C'est une belle chose, hein? Et enfin, ce que dit Locke, qui a écrit un traité admirable que je ne saurais trop vous recommander de lire, qui s'appelle « De la tolérance », je crois, disait quelque chose qui était très, très profond et très contradictoire à la fois. Il disait, et c'est ce qu'a dit aussi quelque part Jean-Paul II dans Centesimus Annus, il disait qu'une démocratie ne peut exister que dans un État-nation. Parce que dans un État-nation, vous vous présentez contre vos concurrents et vous acceptez la défaite. Parce que vous mettez la nation au-dessus de vous-même. Donc, dans l'État-nation, la règle de la démocratie, c'est que si vous vous présentez aux élections et que vous êtes battu, vous reconnaissez votre défaite et vous dites ben, « je gagnerai la prochaine fois ». Dans un machin comme l'Europe, il n'y a pas d'élection où ça puisse se produire. Parce que l'Europe est une civilisation et ça n'est pas une nation. Donc il y a une différence essentielle entre les deux. Ça veut dire que toute la construction européenne est un machin, comme aurait dit De Gaulle, qui n'a aucun rapport avec la démocratie. C'est une construction complètement technocratique. Mais ce que disait Locke, qui était très intéressant, c'était que pour qu'une nation existe, il fallait qu'on se tolère les uns les autres. Donc on accepte la défaite. C'est ce que j'ai déjà dit. Mais, disait Locke, à l'époque, ce qui m'a beaucoup surpris quand je l'ai lu, c'est que les catholiques ne faisaient pas partie de la nation. Alors, je me suis dit, tiens, c'est curieux pour un tolérant, pas terrible. Et il explique pourquoi, et c'est très intéressant. Il dit, les catholiques ne peuvent pas faire partie de la nation parce qu'ils acceptent la loi telle qu'elle est déterminée par un pouvoir extérieur à la nation. C'était le pape à l'époque, vous savez. Et donc, quiconque accepte un droit qui n'est pas celui de la nation ne peut pas faire partie de la nation. Il doit en être exclu. Il ne doit pas avoir les mêmes droits que tout le monde. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est là tout le problème, dans notre pays aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés et qui n'acceptent pas le droit de la nation. Et donc, ce que Locke disait, c'est que ces gens-là ne pouvaient pas faire partie de la nation. Alors, ce qui veut dire en termes simples que quiconque accepte un autre droit que le droit français comme dominant ne peut pas être citoyen. Ce qui nous amène, vous voyez où je veux en venir, enfin j'espère. Vous avez aujourd'hui toute une série de gens
qui ne sont pas de religion chrétienne, et pour lequel le droit tel qu'il est issu de leur religion est supérieur et antérieur au droit de notre nation. Quand je me promène dans la rue, très souvent, je suis arrêté par des gens qui me disent « merci beaucoup », qui me serrent la main, qui sont très contents de me voir. Et 2 fois sur 3, et c'est là où je suis très troublé, ces gens-là sont issus de l'immigration. Ce sont des Noirs ou des Arabes. Et donc, je me dis, et pourquoi ils me remercient? Ils me remercient parce que je leur explique, enfin j'essaye de leur expliquer ce qu'est la France. Certains d'entre vous m'ont écouté. Vous connaissez mes leitmotifs. Et je me dis, dans le fond, il y a probablement, 80% de ces gens qui sont venus chez nous, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est à être des bons Français. Et qu'on leur foute bien la paix, qu'ils élèvent leurs enfants, qu'ils travaillent. S'ils sont venus chez nous, c'est pas parce qu'ils étaient bien chez eux. Hein. Ils ont trouvé que c'était mieux chez nous. Et vous avez à peu près 20%, peut-être, je n'ai pas de chiffre, de cette population qui est violemment contre tout ce que nous représentons. Et très curieusement, les pouvoirs publics ne parlent qu'à ces gens-là. Et ne donnent de l'argent qu'à ces gens-là, la presse ne parle que d'eux. En réalité, on ne devrait parler qu'aux 80, attraper les 20% et les mettre en Guyane, dans l'île du Diable, qu'on réouvrirait, et ça soulagerait infiniment les 80% qui veulent vraiment être français. Donc ce que je veux dire, c'est que beaucoup sont venus parce qu'ils ont choisi d'être français. Et on leur fait le soupçon curieux qu'ils ne veulent pas. Or, il y en a des tas qui travaillent, qui élèvent des familles, etc. Et ils sont littéralement dézingués par une partie issue du même milieu qu'eux et qui ne le veut pas. Donc le problème, c'est qu'il ne faut pas traiter l'immigration comme un problème. Il faut traiter l'immigration comme un problème de police qui n'est pas réglé par l'État français. Vous ne m'entendrez jamais dire les musulmans ceci ou les musulmans cela, parce que dans ma vie, dans ma religion, la responsabilité collective, ça n'existe pas. La beauté du christianisme, ça a été qu'il n'y a de responsabilité qu'individuelle. Si vous commencez à dire c'est la faute des musulmans, demain vous direz c'est la faute des juifs, ou c'est la faute des noirs, ou c'est la faute des marrons, ou c'est la faute des jaunes. Et c'est pas mon pays, ça. Et donc, ce que nous avons, c'est que nous n'avons pas un problème d'immigration, nous avons un problème de l'État qui ne fait pas son travail. Et il faut bien, si on réussissait à convaincre la partie de la population, de cette population qui m'intéresse, je suis sûr que j'aurais pas beaucoup de mal à les convaincre. Ce qui veut dire que pour que l'État fasse son travail, et j'en arrive au sujet qui nous importe ce matin, c'est-à-dire la souveraineté et la monnaie, il faut que l'État soit souverain. Vous ne pouvez pas traiter nos problèmes d'ordre public si vous avez délégué une partie importante de la jurisprudence qui justifie l'ordre public à des cours qui ne sont pas des cours françaises, qui existent, je pense par exemple à la Cour européenne des droits de l'homme ou à la Cour de justice de l'Europe. C'est complètement impossible. Et le symbole unique et le plus ancien de la souveraineté d'un État, comme vous le savez tous, ça a toujours été la monnaie.
le privilège régalien, c'est de battre monnaie quand même, qu'on le veuille ou non, hein, c'était ce qui vous donnait. Alors, ça aussi, on nous l'a enlevé. Alors, je vais essayer de vous donner quelques réflexions sur la monnaie. Et je vais commencer par pourquoi la monnaie a de la valeur. Ça vaut rien, c'est des 0 et des 1 dans un ordinateur et ça coûte rien à faire. Et alors, cette question importante a été traitée par 3 personnes. La première, c'était Aristote, qui vous disait la monnaie, à l'époque, c'était l'argent métal en Grèce. La monnaie a de la valeur parce que ça coûte très cher à faire. Et ça, c'est une idée qui est intéressante, mais qui est fausse, parce que si vous faites quelque chose qui coûte très cher et qui ne sert à rien, ça ne vaut rien. Donc c'est l'idée de la valeur travail qui a été reprise par les marxistes, et ça s'est planté de façon monstrueuse. On l'a vu. Bon, donc la monnaie, c'est pas quelque chose qui coûte très cher à faire. La deuxième idée, c'était celle de Platon, qui disait la monnaie, c'est une convention. C'est-à-dire, tout le monde accepte la monnaie parce que c'est pratique, ça évite le troc. Si vous devez calculer le prix d'un carquois par rapport à une flèche ou à une massue, c'est quand même plus simple d'avoir une monnaie pour faire le boulot plutôt que de faire des règles de 3 tout le temps, quoi. Ça facilite le boulot. Donc c'est une convention. Et puis la personne qui a parlé le plus intelligemment de la monnaie, aussi curieux que ça paraisse, c'est le Christ. Alors le Christ, vous savez, il était en train de se balader dans la campagne, et il voit, il y a un pharisien qui arrive, qui lui tend un piège affreux, et qui lui dit, Rabbi, faut-il payer les impôts à César? C'était le piège total, parce que si le Christ disait oui, ben, les sicaires, vous savez, c'était les résistants de l'époque, le liquidaient, et s'il disait non, c'était les Romains qui le liquidaient. Donc vous voyez, c'était quand même le piège dans toute son horreur, quoi. Et le Christ dit, avec quoi payez-vous les impôts à César? Et le pharisien répond, ben, avec de la monnaie. Et le Christ lui dit, montrez-moi cette monnaie. Le type sort une pièce, et le Christ dit, qu'est-ce qu'il y a sur cette pièce? Qui est cette personne? Et on lui dit, le pharisien lui répond, ben, c'est César. Et le Christ termine en disant, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est de là où est venue dans la civilisation la séparation de l'Église et de l'État, vous le savez. Mais surtout, ce que personne ne dit jamais, c'est que le Christ dit, mais très clairement, la monnaie, c'est César. La monnaie, c'est César. Et la monnaie, ça sert à payer les impôts. Donc vous voyez bien le lien extraordinaire entre la monnaie et César, le symbole même de la souveraineté. C'est-à-dire qu'entre une nation, une monnaie et un État, si j'ose dire, c'est les deux côtés de la même pièce de monnaie. C'est la même chose. Donc si on vous enlève votre monnaie, ça veut dire qu'on vous enlève votre souveraineté complètement. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus un État, vous êtes une province. C'est pas possible autrement. Donc il faut que vous compreniez que depuis Jean Monnet à peu près, il y a une volonté constante d'une partie de la classe dirigeante française de supprimer la France pour en faire une province de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils veulent remplacer notre État, symbole même de notre volonté de vivre ensemble,
par une espèce de construction administrative et technocratique pour essayer de construire une nation européenne qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Il n'y a pas d'équipe de football européenne. On ne va pas aller se battre, on ne va pas sortir d'une tranchée pour aller défendre Bruxelles, quoi. C'est pas, me faites pas rigoler. La patrie, c'est l'endroit où votre père est enterré. Ça paraît curieux, mais c'est ça l'origine étymologique du mot. Donc, il y a depuis un certain nombre d'années, et surtout que depuis que l'Allemagne s'est réunifiée, parce que ça a foutu la trouille aux technocrates français, nous avons une immense tentative de détruire l'essence même de notre souveraineté. Et ça s'est fait sans que jamais on ne demande son avis au peuple. En fait, on lui a demandé une fois, avec la Constitution européenne, et puis on lui a immédiatement, il a dit non, ce qui me paraissait à moi évident. Et puis, M. Sarkozy a dit, vous n'avez pas bien compris, vous êtes trop bête, donc on va faire voter le changement de constitution par le Congrès. Vous savez, les deux chambres réunies ensemble. Et ces traîtres ont voté en majorité pour accepter la Constitution sous le nom de traité de Lisbonne. Dans une démocratie robuste, comme il en existait autrefois, ils auraient tous été mis contre le mur et fusillés pour trahison. Malheureusement, notre démocratie est tout sauf robuste. Donc, la monnaie, c'est la partie essentielle de la souveraineté d'une nation. Alors maintenant, descendons un peu et venons-en à l'euro. Alors, l'euro, c'est un machin qui a été inventé par les Français, les inspecteurs des finances français, sous la haute surveillance de M. Trichet, qui est à l'économie française, ce que Gamelin a été à l'armée française en 1940, le type qui est à l'origine de tous nos désastres, mais qui a été largement récompensé parce qu'il est dans je ne sais pas combien de conseils d'administration d'institutions prestigieuses, etc. Ce qui prouve que dans un régime malfaisant, le crime paye, ce qui est gênant. Mais revenons à l'euro. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? Imaginez que vous ayez deux pays l'un à côté de l'autre. Mettons la France et l'Allemagne, allez, pour rendre les choses plus simples. Et qu'en Allemagne, nous ayons pour 10 000 habitants 70%, plutôt excuse la France, je prends la France, pour 10 000 habitants, nous avons 70% de fonctionnaires de plus que les Allemands. Qu'est-ce que c'est le fonctionnaire? Sa définition, c'est celui qui est payé par les impôts. Vous savez, César, c'est à ça que ça sert. Hein. Il y a des impôts pour payer les fonctionnaires, pour payer l'État. Sinon, on n'en aurait pas besoin. On pourrait vivre très bien sans impôts. Donc, très bien, nous avons 70% de fonctionnaires de plus. Maintenant, ces crétins de fonctionnaires me disent, ben, c'est simple, il n'y a qu'à ramener le nombre de fonctionnaires français au nombre de fonctionnaires allemands. Mais d'abord, ils peuvent toujours essayer. Je leur souhaite bonne chance. Et deuxièmement, qu'est-ce qui me prouve que les Français ne veulent pas, démocratiquement, avoir plein de fonctionnaires? J'en sais rien, moi. C'est peut-être une volonté du peuple français d'avoir beaucoup de fonctionnaires. Et ça fait peut-être une société plus harmonieuse, où il y a des tas de gens qui ne travaillent pas trop, mais qui sont quand même bien considérés, et qui sont... Donc, je suis sûr que dans cette assemblée, vous en avez au moins la moitié qui est payée par les impôts. Et
Ça n'a rien de déshonorant, c'est tout à fait normal. J'ai rien contre les fonctionnaires. Mais à ce moment-là, réfléchissons ensemble, si vous voulez bien. Qui paye ces fonctionnaires? Ben, si vous réfléchissez, c'est le secteur privé. Il n'y a personne d'autre qui paye les fonctionnaires. C'est ceux qui font créer une valeur privée, qui créent de la valeur, qui payent les fonctionnaires à partir de cette valeur. C'est-à-dire que le coût du siège social France par rapport au coût du siège social Allemagne est structurellement, parce que c'est la volonté des Français, 70% plus élevé que le coût du siège social allemand. Alors comme on est beaucoup plus malin que les Allemands quand même, il faut bien le dire, quand notre productivité du travail est très supérieure à celle des Allemands, eh bien on s'en sortait à peu près. Mais la réalité, c'est comment on s'en sortait. Ben, d'abord en travaillant mieux, et ensuite surtout, ben, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait l'Allemagne qui avait une monnaie qui s'appelait le Deutschmark. Nous n'avions une monnaie qui s'appelait le franc français, qui, si mes souvenirs sont exacts, remontait au XIIe ou au XIIIe siècle. Hein, c'est une vieille truc. Et comme les Allemands avaient une meilleure productivité globale, parce qu'à cause de ce grand nombre de fonctionnaires qu'on avait en France, bah, le franc français baissait structurellement vis-à-vis du Deutschmark, de façon à ce que les entrepreneurs français, on allège un petit peu, par l'intermédiaire du taux de change, leur surcoût de l'État français par rapport à l'État allemand. Donc, notre monnaie baissait gentiment. Prenons l'exemple de l'Italie. L'Italie, ils n'ont pas tellement plus de fonctionnaires que nous, mais ils avaient un deuxième problème, c'est que l'Italie du Nord est extraordinairement efficiente. Vous savez, c'est l'espèce de... C'était l'endroit, sans doute, l'industrie la plus efficiente du monde. Et puis, ils avaient eu le sud de l'Italie qui ne marchait pas du tout. Donc, ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait des transferts massifs pour maintenir l'unité italienne de l'Italie du Nord vers l'Italie du Sud. C'est comme ça que l'Italie maintenait son unité en tant que nation. Et donc l'Italie, c'était le même cas que les Français, mais un peu différent. Quand ces transferts qui se passaient en lire italienne étaient devenaient trop forts, ben, l'Italie dévaluait pour qu'on paye quand même un peu tous ces gars dans le sud de l'Italie en monnaie de singe. Vous voyez ce que je veux dire? C'était le deal, quoi. Et donc la lire italienne baissait et contre le franc et contre le Deutschmark. Arrive l'euro. On bloque le taux de change entre l'Italie, la France et l'Allemagne. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Quelle est la variable d'ajustement dans ce cas-là entre ces trois zones? Eh bien, il n'y en a pas 36. C'est les profits des sociétés, du secteur privé. C'est la création de valeur par le secteur privé, qui d'un seul coup ne devient plus concurrentiel au bout d'un certain temps avec l'Allemagne. Et donc, quand l'euro a été créé, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes ». Les lions étant les entrepreneurs, les ânes étant trichés, qui montrait que l'euro allait amener automatiquement à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Vous voyez, c'était le thème de mon livre.
Il a tiré à 30 000 exemplaires. J'étais le deuxième tirage de Lafon cette année-là. Trichet en a reçu 12 exemplaires, paraît-il. De gens qui lui ont envoyé pour lui dire « T'es sûr de ton truc de l'euro, là ?» Et comment a réagi M. Trichet? Je me suis laissé dire qu'il avait téléphoné à Lafon en disant « Vous ne prendrez plus jamais un livre de M. Gave ». Donc on voit que cette classe non démocratique déteste par-dessus tout la contestation, la discussion et la remise en cause. Ce sont des gens qui, ayant suivi les meilleures études, ne supportent pas d'être remis en cause par les gens qui ont été des cancres dans leur vie, quoi. Enfin, dans leurs études, pas dans leur vie. Ce qui m'amène à une autre réflexion, c'est quand vous remarquez, quand vous essayez de comprendre comment une nation fonctionne, vous pouvez vous imaginer que vous avez 3 étages. Vous avez le peuple, vous, moi, etc. À la base, là, on essaye de bidouiller, de vivre, d'élever nos enfants, de demander rien à personne, d'être indépendant, bref. Et puis, au-dessus de ce peuple, vous avez cette classe administrative qui fait fonctionner l'État. Vous savez, l'État, c'est une machine aujourd'hui très compliquée, donc il y a besoin de beaucoup de monde. Ça requiert de faire des études longues et extraordinairement emmerdantes. Vous apprenez vraiment rien d'intéressant si c'est la façon dont l'État fonctionne. Et la condition sine qua non, c'est de n'avoir aucun caractère. Parce que si vous aviez du caractère, vous feriez autre chose tellement c'est emmerdant, quoi. Donc la classe administrative, elle se définit par le manque de courage, le manque de caractère. Bon, ça c'est évident. Et l'envie forcenée de ne jamais prendre aucun risque. Parce que s'ils sont dans l'administration, c'est parce qu'ils ne veulent prendre aucun risque. S'ils voulaient prendre des risques, ils seraient dans le secteur privé. Là, on s'amuse beaucoup plus. On prend des claques, on tombe, on se relève, c'est affreux. Donc, ils n'aiment pas le risque. Et alors, ce qui s'est passé avec la constitution de la 5e, qui est une abomination, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années Giscard, la classe administrative a pris le contrôle du politique. Et tout en haut, vous avez le politique. Et le rôle du politique, c'est de prendre des décisions extraordinairement dangereuses, extraordinairement risquées, sans avoir tous les éléments pour les prendre. C'est-à-dire que le rôle du politique, c'est d'être foudroyé s'il se trompe. C'est Pétain. Il est foudroyé. Mais c'est la noblesse de la politique, c'est d'être foudroyé, justement. C'est pour ça qu'on les choisit. C'est l'exécution du roi qui est un classique de la sociologie. Et à partir de 70, notre classe politique a été conquise par la classe administrative. C'est-à-dire que la vraie réalité de la France aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus de classe politique. Il n'y a plus d'hommes politiques. Il n'y a que des Juppé ou que des Fabius, qui, quoi qu'ils fassent, ne sont jamais foudroyés. C'est quand même stupéfiant dans notre pays. Pour être au Conseil constitutionnel, apparemment, il faut avoir été condamné par la justice, avoir un casier judiciaire. Parce que, si vous voulez, Dumas avait un casier judiciaire, Fabius a un casier judiciaire, Juppé, qui est sans doute le prochain président, a un casier judiciaire, et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'un gendarme n'a pas le droit d'avoir un casier judiciaire. Et la plus haute magistrature peut avoir un casier judiciaire. Pourquoi? Parce qu'ils se protègent les uns les autres. Ils font passer des lois. Si vous aviez une chambre des députés où il y avait des garçons coiffeurs, eh bien,
ils passeraient des lois favorables aux garçons coiffeurs. Si vous avez une chambre des députés où il n'y a que des fonctionnaires, ils passeront des lois favorables aux fonctionnaires et pour dédouaner les fonctionnaires. Je ne sais pas combien d'entre vous ont lu le Petit Nicolas. Vous savez, le Petit Nicolas, c'était Saint-Pé et Goscinny. Il y avait le Petit Nicolas, il y avait Clotaire, il y avait tous les... Et puis il y avait Agnan, vous savez, qui était le chouchou de la maîtresse, qui était la maîtresse préférée, enfin, qui était celui qui portait des lunettes, donc on ne pouvait pas le taper, quoi. C'était... Et bien aujourd'hui, nous sommes gouvernés par les Agnan. Et on en voit le résultat tous les jours. Quand j'étais dans mon université aux États-Unis, il y a un professeur qui nous a dit « Pourquoi croyez-vous que les entreprises qui sont là veulent vous embaucher ?» Et on s'est tous dit « Mais qui c'est ce crétin ?» Ben, il veut nous embaucher parce qu'on est les meilleurs, quoi. C'est évident, non? Il nous dit pas du tout. Vous avez 27, 28, 29 ans, 30 ans, vous êtes en business school, et vous avez montré que vous continuez à étudier des trucs qui ne sont pas bien intéressants. Donc vous n'avez aucun caractère, et vous êtes de la chair à canon, quoi, pour les grandes sociétés. Si vous aviez du caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Et je me suis dit, merde, il a raison. Et ça a beaucoup influencé ma vie, cette phrase. Donc, le vrai problème que nous avons, c'est que notre classe aujourd'hui, au pouvoir depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ne représente plus, en termes démocratiques, qu'elle-même. Elle ne représente plus notre pays, elle ne représente qu'elle-même. Et elle a des intérêts de classe qu'elle défend mordicus. Et donc, pour revenir à la notion de souveraineté, quel est le souverain en France, dans notre Constitution? Ben, si vous lisez le texte, c'est le peuple français. C'est lui qui est le souverain. Il délègue sa souveraineté à des élus au travers d'élections, mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que cette délégation, comme ces élus ont trahi et ont donné toute nos souverainetés à l'Europe, quand même ils représentent plus grand chose de la souveraineté, eh bien, ils ont de leur côté retransféré cette souveraineté qu'on leur avait donnée pour la transférer à des gens qui n'y ont pas le droit. Ils n'ont aucun droit. L'Europe s'est arrogée toute une série de souverainetés et ça n'a jamais été fondé sur une volonté populaire. D'ailleurs, en général, quand on demande à un pays comme la Suède, la Hollande, la France ou l'Angleterre, qui est d'ailleurs sortie de ce piège, comme disait mon cher père, les Anglais, ils sont assommants. Vous savez, il est officier. Ils perdent toutes les batailles et ils gagnent toutes les guerres. Et c'est tellement vrai. Nous, on gagne toutes les batailles et on perd toutes les guerres, c'est autre chose. Mais enfin, c'est un peu tristouné. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que si on veut retrouver nos souverainetés, il faut redonner la parole aux souverains. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire qu'il faut monter partout en France des systèmes qui réclament le référendum d'initiative populaire, comme en Suisse. La Suisse, il n'y a... C'est moi vous donner. Il n'y a pas d'inflation en Suisse. C'est la monnaie la plus forte du monde. Ils n'ont pas de ressources naturelles. Ils ont des excédents des comptes courants. Je crois que le SMIC en Suisse doit être à 4000 francs suisses, je ne sais pas combien. S'il y a un SMIC, parce qu'ils ne s'en occupent pas beaucoup. Et je vais demander à la salle, je suis sûr que je vais avoir de nombreuses réponses. Vous connaissez le nom d'un homme politique suisse? Quelqu'un connaît le nom d'un homme politique suisse? Qui ne soit pas suisse? Enfin, s'il est suisse, il n'a pas besoin de répondre. Donc, ce que j'essaye de dire par là, c'est que si vous ne connaissez pas le nom d'un politicien suisse, c'est peut-être pour ça que la Suisse marche. C'est parce que les Suisses votent sur tout. Tous les matins, ils votent sur
combien on va payer les gars de l'école. En Suisse, il y a ce qu'on appelle une subsidiarité totale. Ce qui peut être fait au niveau de la commune, c'est fait au niveau de la commune, puis au niveau du canton. Et jamais on ne fait remonter un problème. Tous les problèmes sont réglés à l'échelle locale. Donc, on a inventé la République, la démocratie représentative quand il fallait 15 jours pour aller de Toulouse à Paris. Donc on élisait un gars à Toulouse et puis on le chargeait de défendre des intérêts à Paris. Au bout de 2 ou 3 mandats, il devenait plus parisien que toulousien et là le problème commençait. Aujourd'hui, avec les téléphones que vous avez tous, on pourrait voter 2 fois par jour. La démocratie représentative n'a plus lieu d'être. C'est donc, si j'avais un message pour Place d'Armes et ses adhérents, je leur dirais, il faut créer partout, là où vous avez des cellules, pour demander, il y a une procédure qui existe dans la Constitution française, qu'on ait le référendum d'initiative populaire qui permettra au peuple de retrouver sa souveraineté, ses souverainetés, et d'être maître de l'ordre du jour de la politique. Ça n'est pas un homme comme M. Juppé ou M. Fabius. Vous avez remarqué, c'est les mêmes. Ils se ressemblent même physiquement d'ailleurs. On sent que c'est des haguenants de très haute volée. Eh bien, donc ce que je veux dire, c'est qu'il est temps de rendre la parole aux petits, aux sans grade, qui, eux, penseront pas à leur carrière, penseront pas à leur classe, mais penseront à la France. Merci beaucoup. J'ai plein de copains et aussi qui sont devenus hommes politiques, etc. Et ils me disent, mais Charles, de quoi parles-tu? Ça n'a jamais été aussi bien pour nous. Donc ils sont tous sauf bêtes. Ils ont organisé la société pour la piller. C'est tout. Et faut pas. Donc ils sont tous sauf bêtes. J'ai jamais dit que M. Trichet était bête. J'ai dit qu'il y a des gens qui pensent que le but d'une vie, c'est d'acquérir le pouvoir sur ses semblables. Et ils l'ont fait au mieux. Aujourd'hui, ils nous contrôlent comme jamais nous n'avons été contrôlés dans notre histoire. Donc, encore une fois, ils sont extraordinairement nuisibles, mais tout sauf bêtes.